m'appelle Blaise Gros-Louis, je suis Huron-Wendat et entrepreneur. J'ai démarré mon entreprise spécialisée dans le sport de la crosse avec mon associé. Ici à Wendake, je pense qu'on a assez d'encadrement, on a assez d'activités, on a assez de cours, de sport pour qu'un jeune puisse réussir dans la vie, puisse avoir des beaux rêves puis aller loin. Pour moi, le CDFM, ça a été une grosse partie de ma vie. Tout simplement parce que, en fait, moi, vers 16-17 ans, je suis arrivé au CDFM. J'avais pas encore mon secondaire 3. Puis, ils m'ont pris en charge, si on veut, pour justement m'amener à avoir mon DES. Ça. Puis, ça m'a pris un certain temps, mais avec les efforts, puis la ténacité, j'ai réussi à avoir les préalables. Ensuite, je suis allé faire un cours en gestion de commerce pour maintenant démarrer mon entreprise. Le CDFM, c'est une école aux adultes principalement, mais qui offre aussi plusieurs formations. D'ailleurs, il y a aussi, pendant l'été, ils font des formations de maintien des traditions où on apprend à créer des objets ou des outils traditionnels, justement pour maintenir les traditions ici à Wendake. Ici, on a des wampum qu'on a fait pendant le maintien des traditions. Il y en a certains ici que j'ai fait de mes propres mains. Le wampum, en fait, c'était une ceinture perlée. Les perles qui étaient mauves ou blanches, tout simplement parce que le coquillage avec lequel on faisait les perles était mauve et blanc. Parfois, on pouvait retrouver du rouge. Ça, en fait, c'était l'encre rouge qu'on utilisait pour faire une petite teinture. Le wampum était utilisé principalement en guise de contrat ou lorsqu'on avait des ententes ou des marchés à faire avec d'autres nations ou d'autres chefs, d'autres villages, si on veut. Le wampum était créé pour représenter l'entente ou même la déclaration de guerre ou la déclaration de paix. Souvent, d'ailleurs, pour la guerre, on retrouvait l'encre rouge qui venait teindre de rouge, qui faisait un peu référence peut-être à la violence. Le wampum, quand on le fabrique, ça prend énormément de patience. C'est, comme on peut appeler, un travail de moine. Bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas à créer les perles. Avant, il fallait cueillir, aller prélever les coquillages, ensuite les percer, faire la perle, ce qui pouvait prendre énormément de temps quand on pense qu'un wampum peut avoir des milliers de perles. Bien sûr, c'est dépendamment de la grosseur du wampum, parce que chaque wampum est unique, chaque wampum a son nombre de rangs et sa longueur, dépendamment de la signification du wampum. Mais auparavant, ça peut prendre jusqu'à 1 an créer de A à Z un wampum. Donc, quand on dit que ça vient sceller des ententes ou ça vient appuyer des paroles, ben, on pouvait dire que la personne ou le chef, peu importe, y avait pensé avant d'offrir le wampum. Moi, personnellement, aujourd'hui, ça peut me prendre plusieurs heures, des fois 40 heures, des fois ça prend une semaine, parce que aujourd'hui on a des perles, justement, on peut les acheter, mais aussi on a des métiers à tisser un peu plus modernes. Avant, on avait une branche, c'était un peu rudimentaire. Maintenant, on a un métier à tisser avec des clous, tout ça. Donc, ça aide beaucoup, là, côté temps et côté adresse, si on veut, là. Le maintien des traditions, où j'ai appris justement à faire les wampum, ça a été pour moi très important. J'ai suivi le cours, je pense, 4 années de suite, 4 étés de suite, où j'ai appris à faire des wampum, à faire des instruments, des outils de pêche, d'agriculture, mais aussi à faire des raquettes à neige traditionnelles à partir de zéro. On arrivait avec un bio de bois, on le fendait, on faisait bouillir le fût, ensuite on le pliait, on le faisait sécher. On faisait tremper la babiche, on la taillait, on faisait tout le procédé de A à Z. Et j'ai aussi appris à faire des bâtons de crosse, ce qui m'a apporté à en faire aujourd'hui le commerce, mais aussi à y jouer. Ce que je voudrais transmettre à mes enfants de la culture, je pense que ça passerait beaucoup par la façon de chasser, la façon d'utiliser notre territoire. Je pense que c'est important de bien les éduquer par rapport à ça, qu'il y ait une belle attitude surtout quand ils se promènent justement sur nos territoires, quand ils prélèvent un orignal ou ils prélèvent peu importe, là, que ce soit un poisson ou une perdrix. Ce serait principalement sur ce sujet-là. Pour nous, la chasse, je dirais
peut-être pas dire pour nous, je pense que c'est pas nécessairement général, là, mais pour moi, la chasse, c'est pas une question de sport, c'est pas une question de trophée, c'est principalement une question de se nourrir. Moi, personnellement, moi, ma conjointe, là, on se nourrit pratiquement seulement de viande et de poissons qu'on a pêché nous-mêmes. J'aimerais pouvoir dire ça aussi des légumes, tout ça, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais c'est beaucoup une question de se nourrir. Et bien sûr, on protège le cheptel, on protège nos territoires parce qu'on veut que ça se perpétue avec pour nos enfants, tout ça. Donc, quand on va chasser, on ne va pas nécessairement tirer le plus gros panache parce qu'on sait que c'est un bon géniteur. Et de toute façon, souvent, la viande va être plus coriace puis va être un peu plus forte. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est une viande de qualité. Puis, on va aller souvent opter pour un plus petit mâle avec des petites cornes ou même un veau. Bien sûr, préférablement, on ne touche jamais aux femelles. À la chasse, les rituels qu'on fait habituellement, on prend du tabac, puis on va le déposer à l'endroit où on a tué ou même dans les orifices. Mon grand-père, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre le tabac dans les orifices comme le nez, la bouche, les oreilles pour remercier la terre-mère. C'est comme une sorte d'offrande. Souvent, pendant la cérémonie ou lorsqu'on dépose le tabac, on va soit dire un mot pour remercier la bête qui nous donne sa vie pour nous faire vivre nous. Mais moi, par exemple, je vais le faire dans ma tête. Lorsque je tue, on n'a pas toujours nécessairement un groupe de personnes ou des gens avec qui le faire. Donc, une fois que je tue, je suis seul avec la bête, je vais penser, je vais envoyer des ondes positives, si on veut, pour remercier la bête de m'avoir donné sa vie. La modernité et les traditions, ça peut bien se marier. Je pense que les traditions, au fil du temps, changent sans disparaître. Comme par exemple, avant, on avait des techniques, par exemple, pour se retrouver dans la nature. Mais aujourd'hui, on a un téléphone qui peut avoir un GPS, qui peut nous aider. C'est pas parce qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes qu'on a nécessairement perdu les traditions. Je pense que si nos ancêtres avaient eu l'occasion d'avoir des outils comme on a aujourd'hui, ils les auraient utilisés quand même. Tu sais. Donc, je pense que les traditions, on les perd pas vraiment, mais je pense qu'ils changent avec le temps, avec la technologie, tout ça. C'est sûr qu'on garde des façons traditionnelles de faire certaines choses, là, parce que ça nous rappelle justement les vraies traditions, la vraie façon dont on le faisait. Là. Mais je pense vraiment que ça peut bien se marier. Pour ce qui est de marier les traditions puis le côté moderne, j'ai un bon exemple ici. Par rapport à la crosse, on a une tête contemporaine, une tête moderne, en plastique, mais à l'intérieur, on l'a lacé façon traditionnelle. Donc avec des cuirs, puis avec les nœuds qu'on utilisait en fait avant pour les bâtons traditionnels en bois et en babiche. Donc c'est un bel exemple de ce que peut être les traditions et la modernité ensemble.